On repart les amis, on repart avec alors, nos entrepreneurs, les premiers dans l'innovation, mais dans l'innovation absolue d'ailleurs. Mais oui, parce que, alors, Paul Cassé, donc, avec nous, le PDG de CAPS. Paul, alors d'abord, on va raconter ce que vous faites. Et après, le truc, moi, j'ai trouvé ça magique, mais en même temps, je me dis, OK, vous êtes trop grand pour inventer des jouets, ou alors faut écrire des romans de Jules Verne. Donc d'abord, on va raconter ce que vous faites, on va le voir, parce que, voilà, c'est un dessin qui a... Vous pensez... Tiens, je citais hier la phrase de Peter Thiel, fondateur de PayPal, etc., machin, qui disait, en parlant de la technologie, on attendait les voitures volantes et on a eu Twitter. Manière de dire, c'est quand même un petit peu déceptif. Voilà. Et plus que ça, d'ailleurs, hein, c'est de l'affrontement entre les gens, en fait. Voilà ce qu'il voulait dire aussi, hein, Peter Thiel. Revoilà les voitures volantes. Qui arrivent à leur tour après Twitter. L'histoire, c'est qu'avec deux associés qui sont passionnés d'aéronautique comme moi, on en a une aussi. Physiciens, hein, vous êtes tous les trois physiciens. De l'ENS. On est École normale supérieure. Hein, donc, tout voilà. à fait. On a eu cette envie qui est partagée en fait, de la voiture volante quand on voit la mobilité urbaine qui est complètement saturée aujourd'hui. Et en voyant la technologie des drones qui est un peu notre passion et l'augmentation de la capacité des batteries, de se lancer dans le projet fou, de réaliser nous-mêmes notre premier prototype à échelle réelle. Et nous voici 3 ans plus tard avec un projet qui est devenu une entreprise et avec des réalités d'applications commerciales. Aujourd'hui, on voit des projets qui fleurissent partout autour de la planète, ce qui n'était pas le cas quand on a commencé. Alors, vous avez un certain nombre de convictions. Et la première de ces convictions, et sans doute la plus importante, c'est qu'il faut qu'il soit abordable, ce voyage en voiture volante. Tout à fait. Oui, comme vous dites, on en a deux. On a deux principales convictions. C'est que si on veut avoir des voitures volantes dans le ciel de nos villes, il faut qu'elles soient discrètes et donc légères et le plus petites possible. Donc on a fait quelque chose de monoplace qui s'est avéré correspondre à la mobilité qu'on a en ville. En fait, on fait 70% de notre trajet quotidien tout seul et abordable, donc autonome dans notre vision des choses. À la fois, c'est plus gérable pour gérer une flotte. Ce ne sera pas demain le 5e élément avec des couloirs de voitures volantes au-dessus de nous. Tout de suite arrive le 5e élément. Hein, voilà, tout de suite arrive le 5e. Autonome pour pouvoir réduire un peu le coût de la course et en faire vraiment un outil qui soit utile à tout le monde, réintégrer les périphéries dans nos villes. Vous dites 1 € le kilomètre. C'est un prix qu'on vise. On essaie de rester dans le scope du prix d'une course de taxi, en fait. Ah, c'est ça. Ah, ça a été ça le référentiel. Ça vous semble possible ? Parce que, oui, de ce qu'on voit là, et on va le décrire, et elle fait quelle hauteur, la capsule Alors, la cabine en soi, elle fait 3 mètres de haut avec 1,20 m de diamètre à la largeur maximum, ce qui donne un sacré volume, finalement. Mais oui, c'est ça, c'est quand même... ont un peu d'espace à l'intérieur. C'est là où je veux en venir. Vous dites énormément de projets foisonnent, etc. Pardon d'employer ce terme, ça me semble lunaire comme projet. C'est souvent l'effet que ça fait. Je dis, ok, c'est génial, ils ont fait des beaux dessins, les gars sont des physiciens, donc ça doit être super sérieux, super bordé, etc. On le verra jamais. Alors, on va le voir pour la première fois dans le ciel de Paris au mois de juin de cette année, avec les premiers essais sur l'aérodrome de Cergy-Pontoise, qui sont des essais, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu un appel pour les JO 2024 à Paris, de services de taxi aérien à Paris aux JO 2024. Donc, c'est une réalité qui arrive, et les premiers essais sont pour cet été en juin. Et les premières courses commercialisables seront en 2024 pour les JO. Donc, il y a plusieurs villes maintenant qui font des appels à manifestation, Los Angeles, Singapour, certaines qui sont pionnières dans la mobilité aérienne, et nous répondons à cette demande. Mais Paul, j'ai été regarder en préparant cette interview, parce qu'en fait, je n'avais pas le chiffre du nombre de gens qui sont dans les métros, les transports en commun. Alors j'ai pris, oui, non, c'est transport en commun, c'est le STIF, transport en commun d'Île-de-France tous les jours. C'est 2 millions de personnes. Ah oui, mais on ne vise pas à remplacer les transports en commun. Mais non, mais enfin... Comment faire pour que... Pardon, hein, c'est vraiment... Ça m'intéresse, parce que je pense que vous vous êtes posé la question. Donc, comment faire pour que ce ne soit pas anecdotique ? Ça le sera, c'est sur le réseau de taxis. On ne vise pas la mobilité à grande échelle dans un premier temps. Vous n'allez pas en mettre 100 000 de vos... Et puis l'espace en 3 dimensions est tout de suite beaucoup plus important dans l'air que ce qu'on pourra trouver dans les infrastructures existantes. En fait, le problème qui existe, c'est que déjà presque 50% de l'espace au sol qu'on a en ville, il est dédié à la mobilité et il est saturé. Là, on ouvre la 3e dimension, la dimension des airs, pour pouvoir fluidifier, accélérer et redynamiser un peu les échanges dans nos villes. Mais ça veut dire qu'il en faut combien pour justement que ce que vous venez de dire, ça ait un sens? C'est-à-dire pour que ça ait un vrai effet sur la mobilité en Ile-de-France, il en faut 10 ou 20 000. Alors ça, ce sera peut-être pas pour demain d'avoir, comme on dit, le 5e élément tout de suite. Au début, ce sera sur des axes principaux, notamment les connexions avec les aéroports, entre les gares. Mais l'avantage de ces aéronefs, c'est que les temps de parcours sont extrêmement réduits. On peut traverser tout Paris en 10 minutes. Ah ça, je vous le confirme, c'est extraordinaire, et donc, ça fait avec rêver. moins d'aéronefs, on peut tout de suite permettre à plusieurs personnes de se transporter rapidement en ville.
On ne vise pas du tout à remplacer les transports en commun, ni même le vélo ou les gens qui se déplacent à pied. Nous, notre vraiment ennemi, c'est la personne qui se déplace toute seule au volant de sa voiture 5 places. Je comprends. En émettant en plus de ça de la pollution. Notamment, c'est quoi? C'est Cergy-Pontoise, c'est ça là où vous allez faire vos... voilà, très très bon exemple. Hein, voilà. Au nord de Paris, là, c'est la 15, c'est ça, je crois. Exactement. Cergy-Pontoise, voilà, c'est ça. Donc c'est ce genre de trajets qui sont vraiment absolument absurdes quand on regarde la mobilité, et puis le temps que ça coûte aux gens, le stress que ça leur induit, et puis la facture au final avec tous les frais annuels de ce que peut coûter une voiture à entretenir. On peut devenir compétitif. Qui finance ça? Enfin, comment est-ce que vous avez trouvé les financements? Je peux d'ailleurs vous demander où vous en êtes en termes de financement, c'est-à-dire combien ça coûte à ce stade-là d'aller faire un prototype de voiture volante? Alors nous, on a commencé par la réalisation d'un premier prototype de démonstration qu'on a vocation à démontrer et à exposer lors de salons ou de déplacements comme le Bourget ou ce genre de choses. Nous, on a levé à peu près 100 000 € jusqu'aujourd'hui pour réaliser ce premier prototype. Ce qui reste très raisonnable. Très raisonnable. Alors c'est un prototype de démonstration, il n'a pas vocation à transporter des personnes, même s'il est à échelle réelle. Nous, après, on passe là maintenant à une deuxième phase, on est dans notre deuxième levée de fonds, où on va chercher à lever aux alentours de 4 millions pour pouvoir lancer la création d'un deuxième prototype qui, lui, sera en phase de certification pour, après, une commercialisation. Alors dans un premier temps, pourquoi pas des commercialisations un peu early stage, en attendant une réglementation favorable, donc des applications industrielles ou touristiques. Dans un premier temps, pour que aussi les gens s'habituent, parce que c'est un changement de mobilité qui a un impact psychologique fort. Il faut que les gens puissent avoir confiance dans la technologie. Mais arrête, on va tous vouloir monter dedans, ton truc. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Ça me fait très plaisir d'entendre ça. C'est une évidence. Après, mais c'est une telle évidence qu'on va se battre, en fait. Ça va être ça le problème. Je le souhaite le plus fort. En tout cas, c'est une évidence pour moi aussi. Ça l'était pour mes associés il y a 3 ans. Et c'est ce qui nous a lancé. Nous, ce qui nous a fait le déclic, c'est qu'on avait vu l'avion, le Solar Impulse. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Bien sûr. Premier avion tout électrique qui avait fait, après 40 000 km de vol, le premier tour du monde tout en électrique. Bien sûr. Nous, ça a été un électrochoc. On s'est dit, on va construire notre appareil volant avec le rêve secret d'arriver sur le campus de son école dans la voiture volante qu'on a créée. Alors, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais on avait là quelque chose qui était un peu le fil conducteur de l'innovation finalement et qui nous a amené 3 ans plus tard à continuer ce projet et à avoir maintenant de beaux partenaires. Elon Musk, parce que forcément on y pense, dès qu'on part sur des projets comme ça, on y pense. Lui, il dit, moi je creuse des tunnels, c'est plus efficace. Parce qu'en fait, pour résoudre, il se pose la même question que toi, se pose la même question que... Voilà, il dit, non, moi c'est Boring Company, je creuse des tunnels, c'est plus efficace, il y aura plus de monde, c'est une vraie solution de rupture, etc. C'est vrai aussi. Je résous le problème, quoi. Voilà, je veux résoudre le problème. Il y a plusieurs alternatives. Alors après, lui, pour la voiture volante, il est assez intéressant comme exemple parce qu'il a quand même mis un coupé cabriolet en gravitation autour de la planète Terre. Donc il est peut-être même encore plus en avance sur nous. Mais c'est vrai que c'est une inspiration de voir des projets comme ça. D'ailleurs, tu vas me le confirmer, physicien. C'est-à-dire, ça m'avait fait marrer parce qu'il semble qu'il y a un autoradio qui joue Space Oddity dans cette voiture qu'il a mise en orbite. Sauf qu'il n'y a pas de son dans l'espace, c'est ça. Et voilà. C'est pour la petite anecdote. C'est pour la petite anecdote. L'échéance, tu as parlé des Jeux Olympiques? Alors ça, c'est pas la nôtre, c'est l'échéance qui est la plus, on va dire, réelle aujourd'hui à Paris. C'est les premiers vols commerciaux à Paris 2024, oui. Paris est une ville historiquement un peu liée à l'aviation. Avec nous, on est notamment implanté sur la commune de Toussus-le-Noble et l'aérodrome de Toussus-le-Noble qui a vu les hangars Blériot et tous les pionniers de l'aéronautique qui sont là. Et ça nous tient à cœur de rester implanté dans cette région et de maintenir un peu cet esprit d'innovation dans l'aéronautique avec des designs absolument nouveaux aujourd'hui. Et il y en a d'autres qui continuent d'apparaître. Quand on a commencé, on était moins de 70 dans le monde à faire ça. Et aujourd'hui, il y a plus de 300 projets, je crois. Il y a 300 équipes oui, officiellement. Comme toi qui sont en train de chercher. Et pas des plus petits. On a ici Airbus et Boeing qui sont en face et qui développent des solutions annexes. Ouais, mais eux, grande entreprise, reporting, slide, PowerPoint, tout ça, machin. Ça peut prendre plus de temps. Ça va être compliqué pour eux. Non, mais je pensais au fameux Charles de Gaulle Express, là, qui visiblement ne verra jamais le jour. C'est intéressant d'ailleurs, parce qu'il est le nœud de toutes les tensions qu'il faut qu'à un moment, en fait, en essayant toujours de faire la même chose, on n'y arrive plus. Finalement, c'est ça. Charles de Gaulle Express contre RERB, etc. Le transport des riches contre le transport des pauvres. Enfin, l'ensemble de ce débat qui a été passionnant montre qu'en fait, on est au bout de quelque chose. Et tu apportes une réponse. De passer à quelque chose de nouveau. Ce serait incroyable quand même.
Il y a beaucoup de défis encore à relever, Ah bah, tu parles. mais on le À verra. commencer par l'environnement réglementaire quand même. Principalement, Parce que survoler Paris, c'est un défi. Tout à fait, mais après, bon, on voit souvent, on prend souvent l'exemple de l'interdiction de vol au-dessus des villes, mais si on voit à quelle altitude on atterrit au-dessus d'Orly, on est au-dessus de certaines villes dans un engin qui fait 80 tonnes. Très facilement finalement. Mais les instances réglementaires ont vraiment pris le pas sur cette innovation et puis, mettre des cadres. Il y a de toute façon un sujet, alors là le Covid l'a un petit peu éteint, etc. et tout, mais il reviendra. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un problème avec l'hélicoptère. Il commence à y avoir de plus en plus un problème avec l'hélicoptère dans énormément de zones. L'hélicoptère fait trop de bruit, enfin c'est pas possible. Et donc il y a un sujet, et là aussi, Une solution qui vous a apportez une réponse. en truc de termes de dingue. sécurité. Et puis Elle s'appellera CAPS, elle a un petit nom CAPS. Oui, c'est une CAPS. C'est une CAPS. C'est une capsule aérienne pilotée par satellite. Et voilà, il faut Ah oui, c'est retenir. ça, j'ai la question, il nous reste 30 secondes. Qui pilote? Ah ben oui, bien sûr, j'ai oublié de poser cette Qui pilote? question-là. C'est un système autonome. En fait, la capsule ne fait que des trajets préenregistrés d'un point A à point B, donc elle n'évolue jamais dans un environnement qu'elle ne connaît pas. Et il y a une dimension sécuritaire supplémentaire parce que son poids ultra léger lui permet d'avoir un parachute pour tout l'aéronef. Donc en cas de catastrophe totale, il reste encore une marge de sécurité. Ouais, il y a quand même peut-être une petite barrière psychologique, t'as raison, avant qu'on monte dans le truc et que ça décolle tout seul et qu'on soit parfaitement zen. Notre approche pour là-dessus, arriver au pour passer la barrière psychologique, c'est le sport aussi. En général, à chaque fois qu'il y a eu un changement de mobilité, on a vu les compétitions sportives faire énormément avancer les choses et on voit, nous, on est dans l'écosystème, beaucoup de sociétés qui développent des VTOL pour voitures volantes de course pour créer la F1 des airs de demain. Et je pense que la démonstration de la technique à ce moment-là peut aider à convaincre. Paul Cassé, donc le PDG de CAPS, était notre invité sur Bismart. On continue nos aventures.